c'est intéressant de faire des choses un peu plus osées, un peu plus chargées peut-être, mettre des fauteuils suspendus, des papiers peints assez chouettes, assez originaux, des fauteuils un peu, ouais, un peu singuliers, des choses assez originales qu'on n'oserait peut-être pas forcément mettre chez soi parce qu'on aura peur de se lasser, mais qui du coup nous tapent à l'œil et nous disent: «Waouh, là j'aimerais trop passer un week-end dans cette maison-là, ça a l'air trop chouette», voilà, qui fasse un peu le coup de foudre et le coup de cœur parce que c'est original et le truc qu'on n'aurait pas osé chez soi, mais qu'on adorerait quand même tester, pour un week-end, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro tous les 3e jeudis du mois un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du Gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite. C'est parti pour l'épisode du jour. La partie la plus fun lorsqu'on ouvre un gîte ou une maison d'hôte, ne serait-elle pas la déco ? Comment aménager les chambres, trouver la bonne robinetterie ou encore la teinte parfaite pour sublimer une cheminée ? Je crois avoir réfléchi à la décoration avant même d'avoir signé le compromis du gîte. Quel plaisir de laisser libre cours à son imagination, s'approprier les lieux et apprendre à mixer les matériaux. Pourtant, cela peut rapidement tourner au cauchemar lorsqu'on est mal conseillé, qu'il faut tout faire soi-même et qu'on n'a pas anticipé toutes les contraintes techniques. C'est pourquoi j'ai souhaité faire appel à Noémie Meyer, architecte d'intérieur basée à Bruxelles et créatrice du blog Pierre, Papier, Ciseaux, qui regorge de conseils pratiques, d'inspiration et de do it yourself. Ce qui me plaît chez Noémie, c'est qu'après une carrière dans le marketing, elle a fait le choix de se former et d'entamer une reconversion pour vivre de sa passion. Ne serait-ce pas comme un bon nombre d'entre nous ? Bretonne d'origine, Noémie a créé son agence d'architecture d'intérieur à Bruxelles et partage sur Instagram son quotidien, aussi bien sur ses projets clients que sur sa propre rénovation, la sublime maison californienne. Grâce à l'expertise de Noémie, nous avons pu aborder de nombreux sujets et proposer un épisode riche en conseils. Je vous invite à remonter vos manches, vous équiper de lunettes de protection et vous armer de votre meilleure perceuse. Nous partons à la rencontre de Noémie Meyer, architecte d'intérieur et décoratrice à Bruxelles. Bonne écoute à tous! Bonjour Noémie. Bonjour Laura. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast Les Clés du Gîte. Cela fait longtemps que je te suis sur Instagram et c'était une évidence pour moi de faire appel à toi pour réaliser un épisode consacré à la déco de son gîte ou de sa maison d'hôte. Donc tu es architecte d'intérieur à Bruxelles et tu as également créé un blog Pierre, Papier, Ciseaux dans lequel tu partages des réalisations, des coachings et des do-it-yourself. Mais la mieux placée pour se présenter, c'est toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et ton activité, s'il te plaît ? Bah, avec grand plaisir. Donc effectivement, je suis, architecte d'intérieur et décoratrice d'intérieur et c'est un vrai métier passion, tellement passion que c'est une reconversion. Donc j'étais dans un autre créneau, à la base, dans le marketing et puis j'étais tellement passionnée de décoration, de design intérieur, de mobilier, d'histoire de l'art que, bah, j'ai étudié un petit peu ça à côté, de mon boulot et j'en ai fait mon métier, donc après une longue reconversion, mais voilà, vraiment passionnée par ce métier. Super. Et tu es bretonne, il me semble, c'est ça ? Oui, c'est ça, donc je suis française, expatriée à Bruxelles depuis maintenant un peu plus de 13 ans, 13-14 ans. Donc je suis presque belge, on peut presque le dire, mais ouais, ouais, je suis bretonne, bretonne d'origine et je suis venue en Belgique pour mes études de marketing et puis j'ai rencontré mon mari, donc je suis restée. Super. Tu as créé le blog quand tu as fait ta reconversion, un peu en amont ou comment ça s'est fait un peu dans la mise en place ? Un peu avant effectivement, donc j'ai toujours été, voilà, passionnée de bricolage, de peinture, de dessin, de choses assez créatives depuis toute petite. J'ai une famille qui est assez, créative. Mon père adore les antiquaires, on dessinait beaucoup tous les 2. Ma grand-mère était peintre. Voilà, j'ai toujours été un peu baignée là-dedans, dans ce monde un peu créatif. Et puis, bah, je bricolais beaucoup et c'est vrai que
Ça s'est pas mal, exacerbé quand, on a acheté notre premier appartement, où j'ai fait pas mal de, do it yourself et tous mes proches me disaient: «Mais il faut partager, il faut, expliquer un peu comment tu fais, partager des tutos et cetera». Donc j'ai lancé un blog à ce moment-là, vraiment principalement pour partager un peu mes inspirations et mes do it yourself et puis petit à petit, bah, je partageais de plus en plus de déco et puis, quand j'ai commencé à me reconvertir, bah, j'ai partagé mes projets du coup, sur le blog. Donc maintenant, c'est ma plateforme un peu de communication qui mélange un peu tout ça et tout ce qui est autour, voilà, de mon quotidien un peu, déco. Alors, je voulais rentrer un petit peu dans le concret. Il y a une question qui revient souvent. Alors, je sais que tu as pas la casquette d'architecte, proprement dit, mais je voulais quand même savoir si tu pouvais nous expliquer la différence entre architecte et maître d'œuvre et puis après on déroulera sur la décoration. OK. Effectivement, ouais, il y a une vraie distinction entre architecte et architecte d'intérieur. Alors l'architecte, lui, est vraiment responsable de tout ce qui est structurel. Donc le bâtiment, l'enveloppe, les murs porteurs, les ouvertures vers l'extérieur, les portes, les fenêtres, hem et tout ce qui est, vraiment structurel, donc porteur dans une maison. Et l'architecte d'intérieur, lui, est responsable de tout ce qui est intérieur, comme son nom l'indique. Tout ce qui est cloison, espace, organisation des différentes fonctions, circulation, et jusqu'au revêtement, de sol, de murs, de plafond, et après il y a le décorateur d'intérieur qui lui s'occupe plutôt du mobilier, des ambiances, des papiers peints, de la petite déco et cetera. Donc voilà, chacun a un peu son rôle. C'est vrai que les casquettes se mélangent parfois un petit peu, ça s'empiète un peu, sur les fonctions en fonction des corps de métier, enfin voilà, des personnalités aussi, mais voilà, c'est des métiers assez proches, complémentaires, mais pour autant très, très différents. D'accord. Quelle doit être la part de budget décoration et aménagement sur notre enveloppe globale de travaux quand on fait une rénovation? Alors c'est très difficile à estimer, mais c'est une question que beaucoup se posent, donc je comprends, elle est judicieuse. Il y a une fourchette, dont on parle un petit peu, qui est vraiment une moyenne, mais elle peut aller du simple au triple parce qu'effectivement qu'on choisisse un parquet par exemple, en stratifié, donc c'est du plastique, ou un parquet en chêne massif, les prix sont évidemment pas du tout les mêmes. Et pour autant, le résultat, peut s enfin, le visuellement, en tout cas, peut être assez similaire. Donc c'est voilà, ça peut aller vraiment du simple au triple, au quadruple, donc c'est très difficile de donner une fourchette, de prix parce que ça dépend vraiment des finitions qu'on va choisir. Donc ça dépend vraiment aussi si on fait des choses un peu soi-même, donc si on délègue ou si on préfère, bricoler un peu soi-même. Effectivement, il y a du temps de main-d'œuvre qui est à payer dans ces cas-là. Donc c'est très difficile de donner une fourchette, exacte. Par contre, on parle en rénovation d'une moyenne, entre 1 000 et 1 200 € du mètre carré. Et ça, c'est vraiment une moyenne très globale. De nouveau, si vous refaites toute la toiture, ou si vous faites juste, repeindre les murs, c'est voilà, c'est pas du tout comparable, mais on compte plus ou moins autour de un gros millier d'euros, par mètre carré pour une bonne grosse rénovation déjà. Donc ça peut donner une fourchette, mais vraiment ça peut être la moitié ou le triple en fonction de ce qu'on choisit et si on fait faire. Et après pour ce qui est de la décoration, en tant que telle, ça par contre, il y a pas vraiment de fourchette parce qu'effectivement, ça dépend toujours des éléments, qu'on a déjà, qu'on intègre dans un intérieur, si on récupère des meubles en seconde main ou si on achète des meubles, sur mesure, si on fait confectionner des meubles sur mesure. Donc ça, par contre, c'est très délicat de donner un prix. Moi, je peux faire des aménagements pour mes clients, pour, 500 € pour une pièce ou 5 000 € pour une pièce. Donc c'est voilà, ça, c'est très, très variable par contre. D'accord. Effectivement, le mot rénovation en lui-même est un peu trop généralisé aussi. Par exemple, on rénove une maison avec mon mari, il y a plus que les 4 murs, il y a plus rien d'autre, donc c'est quasiment de la reconstruction et c'est vrai que pour d'autres, de la rénovation va être plus du rafraîchissement ou voilà, de la remise en peinture ou des choses comme ça. Exactement, ça dépend vraiment de ce qu'on fait et de l'ampleur de la rénovation. À quoi faut-il s'attendre quand on se lance dans une rénovation? Aux surprises. Toujours, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Bon, faut pas se le cacher, elles sont la plupart du temps mauvaises, c'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on attendait. Par contre, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a parfois effectivement des découvertes. On découvre un beau parquet sous un vieux vinyle, par exemple, ou un mur de briques, qu'on décide de laisser apparent. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent faire un peu ressurgir le caractère, le cachet de la maison. Donc ça, c'est super chouette, et qu'on ne sait pas forcément quand on achète la maison. Après, il y a des mauvaises surprises, peut-être l'état des canalisations, l'état des murs aussi, des taches un peu d'humidité, ce genre de choses qui sont pas très plaisantes, mais qu'il faut absolument soigner quand on rénove. Donc voilà, s'attendre un peu à des surprises et en découle un peu le budget, prévoir toujours une petite marge de budget. Généralement, moi, je compte
plus ou moins 10 de suppléments possibles, en tout cas pour prévoir un peu les surprises. Si jamais ça ne sert pas à réparer des surprises, des mauvaises surprises, bah, ça peut se permettre de s'allonger un peu le budget pour, choisir un plus beau revêtement, pour, voilà, se faire plaisir sur d'autres choses. Mais, ou simplement parce que le client, change d'avis et a envie finalement de mettre un beau parquet massif, plutôt qu'un semi-massif. Donc ça dépend un peu, des projets. Mais ouais, toujours prévoir une petite marge, de budget supplémentaire pour pas être, complètement la corde sous le cou, quand il y a une surprise. Et 2e chose à laquelle, enfin prévoir un petit peu quand on se lance dans des travaux, des délais prolongés. Et j'ai rarement vu un chantier qui se terminait en avance et même à l'heure. Donc prévoir effectivement un peu de marge sur les délais, heu et ouais, ça c'est un peu les 2 conseils. OK. Comment on peut trouver les bons artisans? Souvent, bah, il y a des porteurs de projets qui souhaitent carrément déménager, s'installer dans une nouvelle zone, géographique et cetera, donc qui connaissent pas forcément les lieux de leur nouvelle habitation et autres. C'est très compliqué de commencer à se faire un réseau, d'essayer de trouver les différents artisans pour les corps de métier dont on a besoin, savoir si on peut leur faire confiance et cetera. Est-ce que tu as des petits tips, à nous donner? Ouais, là, c'est effectivement, c'est très délicat et ça un mauvais artisan, peut vraiment, ruiner un projet. Enfin, j'ai entendu des Ouais, histoires oui. assez tristes. Donc c'est hyper important de se faire bien entourer. Malheureusement, avant d'avoir testé, on voilà, il y a toujours un peu des surprises aussi. Mais si on n'a pas la chance d'avoir un réseau, tout proche, vraiment faire confiance au bouche à oreille et donc demander aux voisins, demander aux amis d'amis, aux connaissances sur place, même, voilà, aux petites boutiques, alentours, mais vraiment demander conseil à des personnes qui ont déjà fait appel à quelqu'un, à un peintre, un ouvrier, enfin peu importe, un plombier, un électricien, vraiment demander, autour de soi, et demander peut-être à voir effectivement le résultat parce qu'après, il y a bouche à oreille et bouche à oreille. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être très satisfaites, mais qui ont peut-être des critères des exigences de finition par exemple qui sont pas les mêmes que les vôtres. Donc voilà, c'est important peut-être de voir aussi, de pouvoir voir le travail qui a été fait pour pouvoir juger vraiment par rapport à ses propres critères. Est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on est d'accord avec ça, avec cette qualité de travail-là pour le prix, proposé, quoi? Donc vraiment, mais le bouche à oreille, il y a rien de mieux, on peut avoir une entreprise qui fait une super pub, qui a une super communication, qui a des superbes photos avant-après et qui en fait, n'a pas un travail, très, très correct, derrière ou qui a des pratiques, qui ne correspondent pas à nos valeurs. C'est très difficile de se faire un avis. On peut avoir une très bonne com, mais un très mauvais service par derrière. Donc c'est voilà, pas, pour être un peu du côté sécurisé, de la chose, vraiment faire confiance plutôt au bouche à oreille et si possible, voir le travail qui a été réalisé pour pouvoir se faire vraiment un avis subjectif. Mais oui, je dirais même que c'est presque, le contraire. Moi, j'ai l'impression que les bons artisans, mais il y a pas de com, il y a pas de site internet, ou le numéro de téléphone n'est pas à jour. Quoi, justement, Effectivement, ils sont tellement dans l'action finalement, qu'ils sont pas du tout dans la com et effectivement, ouais. ils bénéficient des clients directement, par du bouche à oreille, quoi. Un bon critère effectivement pour détecter un bon artisan, c'est un artisan qui est débordé et qui a des très longs créneaux, Ouais. pour prendre un projet en charge. S'il est disponible trop rapidement, c'est parfois qu'il y a un petit il y a un petit doute à avoir. Mais non, effectivement, un bon menuisier, enfin en tout cas dans ma région là pour l'instant, c'est 3, 4, 6 mois d'attente, avant de pouvoir avoir un projet, et c'est plutôt bon signe quoi. C'est que leur carnet d'adresses est un peu débordé et c'est qu'ils sont bien demandés, ouais. Donc ça c'est un bon signe. Oui, et ce que je rajouterais peut-être, c'est aussi que quand on en trouve au moins un, que ce soit, je sais pas, un maçon, un peintre ou autre, on peut à lui aussi lui demander s'il peut nous recommander d'autres artisans sur les autres corps de métier, parce que j'ai l'impression qu'ils ont quand même l'habitude de travailler certains les uns avec les autres. Et s'il y en a un qui recommande les autres, on peut lui faire confiance également sur la qualité du travail, quoi. Tout à fait, ouais, par rapport aux finitions et cetera, ça c'est vrai s'ils ont l'habitude de travailler ensemble aussi, il y a ça aussi, hein. L'habitude de travailler ensemble, du coup, ils se connaissent, ils connaissent les fonctionnalités de chacun, comment ils interagissent et cetera, les qualités de finition et ça, c'est vraiment précieux. C'est pour ça, moi, je travaille principalement beaucoup avec des entrepreneurs, généraux plutôt qu'avec des corps de métier, singuliers. Je fais un peu des 2, mais j'aime beaucoup travailler avec des entrepreneurs parce qu'ils ont vraiment leurs équipes, qui fonctionnent bien ensemble et individuellement et ça, c'est hyper important d'avoir une équipe, enfin une cohésion d'équipe en tout cas entre les différents corps de métier, ouais.
Alors, on est amené à faire plusieurs devis, à faire plusieurs devis. Est-ce qu'il y a des mentions indispensables, qui doivent apparaître sur les devis pour, nous assurer, que le devis est bien rédigé? Je ne sais pas trop comment on dit. En tout cas, il répond à toutes les exigences, légales. Alors pour la comparaison des devis, c'est déjà important je pense de peut-être un peu mettre de côté la hiérarchie des prix. C'est-à-dire que c'est pas forcément le devis le moins cher qui sera le meilleur, enfin celui, qui sera le plus intéressant en tout cas. Bien comparer ce qui est comparable. Parfois on ne mentionne pas tout dans les devis, donc c'est vraiment important de voir dans les détails. On se retrouve après avec des factures à supplément à la fin du chantier parce que, les plaintes n'ont pas été prévues, la pose des luminaires n'a pas été prévue. Enfin voilà, des «petits détails» entre guillemets, mais qui font toute la finition d'un chantier et qui ne sont pas prévus, initialement dans le devis, mais qui en fait vont se rajouter par après et finalement on va se retrouver avec un devis tout aussi cher que les autres. Donc il y a vraiment la comparaison des prix, le moins cher n'est pas forcément la bonne solution, et puis comparer vraiment en détail, comme je le disais, tout ce qui est petite finition, plainte et cetera. Alors je sais que pour un particulier, c'est pas forcément, facile de savoir, de connaître tous les postes d'une rénovation, mais bien penser à toutes les étapes, voilà, c'est pour ça entre guillemets qu'il faut se faire accompagner par des professionnels. Mais c'est vrai que, ouais, faire attention à toutes les petites lignes dans les devis, tous les ce genre de petites finitions, de petits détails, qui en fait vont de toute façon avoir lieu et qu'il faudra calculer à un moment donné, quoi. Et pour tout ce qui est mention légale, regarder un peu au niveau, ouais, protection, en cas de litige, effectivement, regarder, si on est bien protégé, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Tout ce qui est garantie décennale aussi, voilà, si la personne est bien enregistrée, bien assurée, hem, pour être protégée en cas de souci, ouais. Peut-on faire appel à toi pour donner des idées sur un univers, sur, un mur qu'on n'arrive pas, à faire oublier ou au contraire à sublimer, sur l'aménagement d'une pièce, quoi? Vraiment, qu'est-ce que tu peux faire pour nous et nous accompagner? Alors moi, je propose un peu 2 types d'accompagnement différents. Il y a des projets où c'est des projets de plus grosse envergure, il y a des gros travaux de rénovation. On repense vraiment l'agencement intérieur, l'emplacement des cloisons, la disposition des pièces, on déplace une cuisine, on refait totalement une salle de bain, on transforme 3 chambres en une grande suite parentale. Enfin voilà, il y a différents ça c'est vraiment des projets de plus grande ampleur. Dans ces cas-là, je fais des accompagnements, assez complets où je fais toute une remise de 3D, de plans d'agencement, de plans cotés, de plans techniques. Voilà, pour que les clients puissent vraiment se projeter dans leur intérieur avant de lancer les travaux et ensuite aient tous les documents en main pour lancer les travaux, donc tous les plans techniques qui vont servir au corps de métier. On peut aussi travailler sur l'ambiance avec tout ce qui est planche d'ambiance justement pour, vraiment voir les différents matériaux, couleurs, style de mobilier qui se retrouvent après de toute façon dans la 3D. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement complet où j'accompagne vraiment du tout début du projet jusqu'à la réalisation des travaux. Je fais aussi du suivi de chantier dans ces cas-là. Et pour les projets de plus petite envergure, si par exemple, comme tu le disais, c'est plus un conseil sur un mur ou sur une pièce ou alors juste pour avoir un peu une harmonie, hein, dans la maison, mais que les travaux sont déjà faits ou qu'il y a pas de gros travaux à faire. Dans ces cas-là, je fais des rendez-vous de coaching. Donc c'est un rendez-vous, en général, c'est 1 heure et demie, où on discute vraiment des problématiques, des questions, des besoins, des envies qu'ont mes clients et moi, je leur apporte du coup mes conseils. Je les aide à faire le tri aussi dans leurs idées. Il y a beaucoup cette demande-là d'aider à faire un peu le tri dans leurs idées, à savoir ce qui est harmonieux ou pas parmi ce qu'ils avaient repéré, comment ça pourrait se coordonner ensemble et leur proposer du coup des solutions, des idées créatives, des références aussi, de papier peint, de couleurs et cetera. Donc voilà, faire un accompagnement plus, ponctuel, sur des questions plus de décoration à ce moment-là. Oui, du coup, ton tarif dépendra vraiment, de ton rôle, par rapport à la demande des clients, mais est-ce que tu pourrais nous donner à peu près une amplitude de prix sur les prestations? Alors du coup, pour ces rendez-vous de coaching, effectivement, ça dépend un peu du temps qui est investi de mon côté. Pour ces rendez-vous de coaching, moi, ça démarre à 260 € pour le rendez-vous, pour l'accompagnement. Après, il y a un petit SAV de la déco, comme je le dis, voilà, s'il y a une petite question, au fur et à mesure des travaux, bien sûr, comme je connais le projet, vu qu'on en aura parlé pendant 1 heure et demie, je reste disponible par email pour en discuter. Et après pour les accompagnements, j'ai un tarif un peu par pièce, par espace, en fonction de si c'est une pièce technique ou non, de la surface et cetera. Et puis voilà, c'est des projets où c'est pas uniquement une seule pièce. Je travaille dans ce cas-là dans des projets de plus grande envergure où on parle de tout un étage ou toute une maison, par exemple. Et du coup, ça, c'est des projets, voilà, plus élevés, enfin à partir de 1 000 €, 2 000 € par projet, quoi.
Quand on ouvre sa maison d'hôte ou son gîte, on a forcément du bricolage à faire, hein. J'en parle en connaissance de cause. Selon toi, de quoi se compose la boîte à outils parfaite du bricoleur amateur? Alors, c'est très compliqué de se créer une petite boîte à outils. Enfin compliqué non, mais ça prend du temps de se créer une petite boîte à outils. J'avais fait un article justement sur le blog à ce sujet-là, des petits outils, pour les do it yourself. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, ma boîte à outils, moi, c'est maintenant une pièce à outils parce que j'ai pas mal accumulé et j'aime voilà, j'aime beaucoup bricoler donc j'ai gardé pas mal de choses au fil du temps. Mais les éléments, que j'ai toujours, sous la main et qui me servent à chaque fois, c'est après de nouveau ça dépend si on parle de gros travaux ou de petits bricolages, mais une bonne, perceuse, visseuse, ça c'est clair que ça c'est vraiment utile et si possible 2 en fait, une perceuse et une visseuse comme ça on doit pas à chaque fois changer de mèche et cetera. Ça paraît bête, hein, mais c'est un petit détail, mais ça fait vraiment gagner du temps sur un chantier ou sur un projet de plus grande envergure. Et puis, le pistolet à colle, ça c'est plus pour des petits bricolages, mais ça sert vachement, en do it yourself en tout cas pour, voilà, créer du mobilier, restaurer un peu des meubles et cetera. Ouais, pour reprendre, du coup, effectivement, la ponceuse est toujours utile aussi avec différents grains, en fonction du travail qu'on veut faire. Au fil du temps, moi, j'en ai plusieurs maintenant de ponceuses par rapport au projet, voilà, dont on a besoin, mais j'ai commencé avec une petite, ponceuse, je crois que ça s'appelle les ponceuses souris qui sont en triangle là. Qui est très pratique et ah oui, pour tout ce qui est outils, comme ça, électriques, moi je fonctionne avec des outils sur batterie et du coup, c'est hyper pratique. Tu as pas de câbles, qui traînent, tu dois pas charger une prise, à côté. Surtout sur un chantier, un gros chantier où tu as peut-être pas forcément d'électricité à tous les coins des pièces encore. Et voilà, avec j'ai 4-5 batteries de stock, c'est hyper pratique à faire tourner. Puis c'est la même batterie pour tous les outils. Ça, c'est hyper pratique comme fonctionnement. Et pour travailler dehors aussi du coup? Je sais que Exactement. pour poncer ou autre, je m'installe dehors, j'ai pas de problème et puis il y a beaucoup moins de poussière, Ouais, également donc ouais, ouais. c'est très pratique, ouais. Que conseilles-tu aux personnes qui ont du mal à se projeter? On a beau avoir des idées ou autre, peut-être des fois quand on visite un bien, il a beau, être magnifique, mais on sait pas du tout comment on va pouvoir l'aménager. On n'arrive pas à se détacher de la décoration qui est déjà, faite par les anciens propriétaires et autres, Est-ce qu'il y a des petits conseils pour nous aider à mieux, percevoir, ce qu'on pourrait faire de telle ou telle pièce? C'est vrai que c'est un exercice pas facile. Moi, j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident. Moi, quand je visite un bien, voilà, pour me projeter, j'essaie vraiment de faire abstraction de tous les meubles. Donc j'oublie les cadres avec les photos de famille, les vieux tapis, les fauteuils et cetera qui sont pas du tout dans mon goût. Vraiment ne regarder que les murs, les surfaces, les murs, les volumes, étudier vraiment ces volumes-là. Regarder un peu aussi toutes les sources de lumière. Ça, c'est pour moi très important quand on visite un bien, de pouvoir se rendre compte de la luminosité de l'espace. Parfois, les rideaux sont tirés, les stores sont baissés, les vitres sont un peu sales, il y a des arbres devant, du coup, ça cache un peu la lumière. Faire attention à vraiment tout ce genre de choses, mais prendre en compte, en tout cas, la luminosité possible d'un espace. Pareil, se dire aussi qu'il y a peut-être des murs qu'on peut abattre pour agrandir un peu l'espace et donc agrandir la luminosité, apporter plus de lumière. Donc ouais, prêter attention au volume plutôt qu'au meuble et prendre en compte la luminosité, c'est vraiment les 2 critères, assez importants pour aider à se projeter et à voir un peu au-delà du mobilier. Et après, bon, faire appel à un architecte d'intérieur pour, pour voir le tout en 3D, c'est toujours une très bonne idée. Mais, ce qui sert aussi beaucoup, mais ça, il faut avoir les clés pour pouvoir le faire, c'est, de simuler en fait au sol l'emplacement des meubles, par exemple avec des rubans de scotch ou des morceaux de carton, et c'est même moi qui travaille en 3D toute la journée et qui n'ai aucun mal à me projeter, parfois j'ai besoin et envie de voir au sol concrètement ce que ça donnera et j'ai toujours un mètre sur moi pour mesurer un peu les espaces, les distances de passage, les hauteurs et cetera, et pour, voilà, me projeter un peu en volume, en marchant dans l'espace, voir un peu concrètement ce que ça donnera, et sortir un peu de la 3D justement, mais avoir ce côté un peu terre à terre sur les volumes, et ça, le scotch et les cartons, ça aide, ça aide toujours. Oui, prendre un peu de recul aussi, j'imagine, parce que peut-être la circulation peut être changée et ça donnera une toute autre, impression aussi des lieux. Voilà, se détacher un petit peu de l'existant et réussir à voir, comme tu dis, plus dans le volume et C'est ça, les ouais. hauteurs, voilà.
Après voilà, il y a des dimensions un peu standards, par exemple pour les volumes, enfin pour les hauteurs par exemple, les normes maintenant c'est 2 m 40, 2 m 50 de hauteur, donc on peut déjà voir, OK, si c'est en dessous, bah, c'est vrai que c'est plutôt un petit volume, si c'est au-dessus, c'est une belle chance d'avoir un grand volume. Pareil pour les passages, il y a des standards, à partir de 70 centimètres en dessous, c'est un peu serré. À partir de 90 centimètres, on peut passer à 2. Donc voilà, toutes des normes un peu comme ça que, bah, moi je connais parce que c'est mon métier, mais c'est des petites indications aussi à avoir et pour s'aider à percevoir un peu les espaces au niveau, voilà, plus concret quand on a un mètre dans la main, pouvoir mesurer si effectivement c'est cohérent, quoi. Est-ce qu'on est capable de vérifier qu'un mur est porteur ou pas? Alors, il y a des petits indices, des petites astuces à connaître. Maintenant, si au moindre doute, il faut vraiment faire appel à un ingénieur, ou un architecte, pour, confirmer ce doute-là, ou un entrepreneur d'ailleurs. Mais il y a des petites infos à déceler. Déjà sur les plans d'origine, s'il y a des plans d'origine, tout simplement les murs porteurs sont plus épais, sont dessinés de manière plus épaisse que les cloisons, donc ça peut être une indication. Après il y a des sens de portée, c'est-à-dire que les murs porteurs en fait permettent de faire tenir, des poutres, des ourdis, ça dépend de la structure de la maison, mais qui elles sont perpendiculaires à ces murs porteurs-là. Donc si on a réussi à identifier l'un, on peut en déduire l'autre. Il y a aussi la résonance. En toquant un peu sur le mur, on peut savoir, bah, s'il sonne creux ou s'il sonne, plein. Mais parfois, il y a des murs en briques qui ne sont pas porteurs, qui vont sonner plein, mais qui ne sont pas porteurs. Donc voilà, par contre, si ça sonne creux, c'est du placo, c'est de la cloison, donc là, c'est sûr que ce n'est pas porteur. Hem, L'épaisseur aussi des murs sur place, c'est vrai qu'on peut rapidement le voir aussi. En dessous de 10 centimètres d'épaisseur, c'est rare que ce soit porteur. Maintenant, attention, ça dépend vraiment aussi de l'époque de la maison. Parfois à l'époque, on utilisait des matériaux qui étaient, maintenant on fait des choses un peu plus solides, un peu plus costauds, donc ça peut être un peu trompeur. Et attention aussi que dans le temps, et ça c'est le plus gros, faux ami, dans le temps, des murs qui n'étaient pas porteurs le sont devenus. Parce que la maison s'est un peu reposée dessus et que si voilà, si on démolit ces murs-là qui n'étaient pas porteurs sur les plans, qui n'ont pas été prévus pour être porteurs, qui ne le sont pas, mais qui en fait dans le temps le sont devenus, et ben, ça peut fragiliser effectivement la structure. Alors c'est rarement le cas pour des cloisons en placo, vraiment ça c'est un peu la cloison de base où on est quasi sûr, que c'est pas porteur, mais en tout cas pour tout ce qui est mur en briques, mur en pierre, ça peut être plus délicat effectivement, là, il faut vraiment se faire accompagner, ouais. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver l'inspiration pour aménager son nouvel hébergement? Un peu partout. Moi, c'est vraiment en tout cas, personnellement, l'inspiration, ça vient un peu de partout. Alors pour mon métier, je suis beaucoup sur Pinterest, par exemple, pour chercher un peu des inspirations un peu de partout dans le monde, voilà, un peu, dans les pays nordiques, aux États-Unis, en Australie, en Europe. Enfin, il y a plein de pays comme ça qui sont au Japon aussi, il y a plein de pays qui sont assez inspirants et on peut retrouver des inspirations comme ça sur Pinterest, par thème, voilà, si on clique sur une photo, il y a d'autres photos similaires qui sont en dessous, donc c'est assez facile, je trouve, de trouver des inspirations sur Pinterest. J'aime beaucoup aussi suivre, par exemple sur Pinterest des personnes dont j'aime bien l'intérieur, donc je me dis: «Voilà, elles vont avoir des chouettes inspirations aussi, sur Pinterest», donc ça c'est un chouette réseau que j'utilise beaucoup. Sur Instagram aussi, forcément, c'est une source d'inspiration. Pareil, des personnes qui sont pas forcément, et même pas du tout, décorateurs ou passionnés de déco, mais qui juste ont des intérieurs, je trouve, inspirants, et qui sont vraiment, voilà, c'est la vraie vie, quoi. Bon, après, il y a Instagram et Instagram, mais ils partagent un peu leur vraie vie et c'est intéressant de voir, bah, comment un intérieur vit dans le temps aussi, qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui est pratique, et ça, c'est assez inspirant. Je m'inspire aussi beaucoup dans les restaurants, les hôtels, bon, quand on peut y aller, mais parce que c'est des lieux qui sont souvent étudiés de manière assez créative et des chouettes concepts. Alors après, c'est parfois des associations de couleurs ou des choses assez chargées qu'on peut difficilement reproduire dans un intérieur de particulier, mais pour des maisons d'hôtes, justement, ça peut être des chouettes concepts alors pas reproduire, mais à s'inspirer, et voilà, se laisser inspirer par ce genre d'harmonie de couleurs et d'association de matières. Et puis après dans des musées, dans des magazines, enfin voilà, il y a vraiment, en voyage aussi, quand on voyage aussi, c'est vraiment une source d'inspiration, je trouve. Donc voilà, c'est un peu partout, c'est un peu brouillon, mais ça vient un peu de partout, et pas forcément des choses orientées déco, mais qui finalement,
ont un point de vue, une association de matières, une coordination de couleurs qui fonctionne bien et qui me tape dans l'œil et qui du coup m'inspire pour d'autres projets, ouais. Et j'imagine que de la même manière, on va aussi découvrir du coup les dernières tendances. Est-ce que tu nous recommandes de les suivre? Pas vraiment. Alors enfin, j'ai pas vraiment, j'aime pas trop le mot tendance ou mode et cetera, parce qu'effectivement ça fige un peu dans le temps et c'est un peu cyclique, donc c'est-à-dire que ça va s'en aller, ça va revenir et puis après c'est plus tendance, puis après c'est tendance et puis voilà, c'est pas, je trouve en tout cas que c'est pas une façon d'envisager son intérieur qui est pérenne et qui est intemporelle. Typiquement, c'est vraiment à l'encontre de ça justement. Donc forcément, je les suis un petit peu, enfin je suis, au courant de ce qui se passe et je vois bien que ça influence quand même pas mal, le monde de la décoration. Mais en fait, mon principe à moi, c'est plus de m'inspirer de ce qui me plaît, mais si ça me plaît pas, bah, ça m'inspire pas et je passe, au suivant et de piocher ce qui nous intéresse, mais de faire effectivement attention à ce qui est trop tendance, des choses trop marquées par exemple ou des motifs qui sont très typés et heu, très singuliers, bah, très chargés. Ça peut être signe que c'est une tendance assez forte, mais qui va peut-être, justement lasser assez rapidement et dont on va se lasser du coup assez rapidement aussi dans son intérieur, quoi. Donc voilà, être assez, je pense, regarder ça avec un regard un peu critique plutôt que de vouloir suivre effectivement la tendance parce que c'est tendance et se poser plutôt la question: «Est-ce que ça me plaît à moi? Et est-ce que ça me plaira à moi dans 10 ans? Est-ce que ça va suivre, mon évolution aussi, quoi?» Y a-t-il des teintes à privilégier pour une chambre ou des matériaux plus pertinents que d'autres? Alors pour une chambre, j'essaie plutôt de partir généralement dans des ambiances assez douces, assez, pacifiques, ne pas avoir des couleurs trop excitantes ou trop fortes et trop chargées. Maintenant voilà, de nouveau les goûts et les couleurs, c'est assez subjectif, mais moi de ce que j'expérimente, pour moi et pour mes clients, c'est vraiment ça qui ressort aussi. Ce besoin-là, cette envie-là et du coup, tout ce qui est dans les teintes un peu de bleu, de vert, ça marche bien, c'est des couleurs assez pacifiques. Il y a une psychologie des couleurs et le bleu, c'est la couleur pacifique, donc ça marche bien. Tout ce qui est dans les teintes neutres aussi, donc du gris, du beige, ça fonctionne aussi, des dégradés de blanc aussi. Typiquement la couleur un peu, enfin qu'on dit, excitante et qui ne permet pas à l'esprit de se reposer, on va dire, c'est le rouge. Donc un rouge vif dans une chambre, ça vraiment je ne mettrai jamais, j'aime pas dire jamais, mais je mettrais presque jamais, on va dire. Par contre, il y a des déclinaisons un peu plus douces, tout ce qui est terracotta, ocre, un peu terre cuite, c'est des couleurs, ça reste dans la gamme des rouges, mais ça reste un peu plus doux qu'un rouge vif et donc ça, pour moi, on peut se permettre effectivement dans une chambre, d'avoir ce genre de teinte, ouais. Et toujours dans une chambre, selon toi, quel est l'objet déco incontournable? Ah ah! Dure question! Alors incontournable, je sais pas s'il y a vraiment un objet déco incontournable, mais dans une chambre en tout cas, ce serait plutôt le de privilégier tout ce qui appelle à la détente, au côté cosy, confortable, douillet et pour moi, ça, c'est vraiment le mix des matériaux, enfin de tissus surtout, qui peut vraiment aider à ça. Donc ne pas hésiter à mettre des rideaux, des coussins, des plaids, des tapis, de mixer un peu les différentes matières, donc du lin lavé, de la gaze de coton, un plaid, en fauteuil en laine bouclée, un tissu, à poil un peu long, enfin voilà, marier un peu différents types de textiles. Si on a peur que ça fasse trop cacophonique, on peut alors se baser sur une seule palette de couleurs, donc un dégradé de beige et de blanc par exemple pour rester harmonieux, mais avoir plein de textiles différents et c'est cette accumulation de textiles qui va faire, que ça fait vraiment cosy et très douillet, qu'on a envie de faire une grasse matinée, lové dans son lit et dans ses plaids. Ça, c'est vraiment pour moi, ouais, peut-être le mot-clé principal, enfin la direction principale à prendre, pour une chambre. Où est-ce qu'on peut trouver du mobilier pour des tarifs, assez intéressants? Alors, il y a pas mal de marques maintenant, qui ont des prix assez démocratisés, je trouve. Après forcément, voilà, on a le prix enfin la qualité qu'on a, pour le prix qu'on paye. Mais alors pour parler dans le neuf, toutes les enseignes comme, IKEA par exemple, qui je trouve fait un très bon rapport qualité-prix par rapport à enfin, de ce qu'ils proposent. Il y a des enseignes aussi comme, La Redoute, qui restent assez abordables, et qui proposent des choses vraiment, enfin, ils se renouvellent vraiment bien, je trouve, en termes de style. Surtout là, ils ont une gamme qui s'appelle, enfin une marque qui s'appelle AMPM,
Voilà, c'est un peu plus haut de gamme, c'est fait partie des marques haut de gamme, qu'ils ont, mais qui reste accessible quand même et qui est de très bonne qualité et vraiment dans des tendances assez, alors j'aime pas dire tendance, mais dans des directions, des styles assez, assez contemporains et plutôt intemporels pour le coup. Donc ça, c'est chouette. Hem Et après, en mobilier, pas très cher, on va dire, moi j'aime beaucoup utiliser aussi tout ce qui est, bah, de seconde main, donc dans les magasins de seconde main ou sur des sites de seconde main, de redonner vie un peu à des meubles et là, il y a des meubles de très belle facture, des meubles anciens en bois, par exemple, qui, peuvent se retaper très facilement, comme on le disait au début, un petit coup de ponçage, ou un petit coup de peinture et ça a une seconde vie et ça a beaucoup plus c'est très qualitatif, parce que c'est des meubles en bois massif généralement. Pour le prix qu'on en paye maintenant, c'est vraiment un bon plan, ouais. Alors, en tant que cliente de gîte ou de maison d'hôte, à quel détail es-tu particulièrement attentive? Alors moi, j'aime bien quand dans les maisons d'hôtes, quand il y a vraiment un petit fil conducteur, où il y a un vrai travail qui a été fait, en tout cas sur la décoration. Et par exemple, quand alors moi je fais souvent ma petite curieuse quand je vais dans les maisons d'hôtes, je demande à voir un peu toutes les chambres, pour, voir un peu comment ça a été travaillé, pour voilà, la curiosité un peu déco et j'aime bien quand justement les chambres ont un petit fil conducteur, on sent que c'est la même maison d'hôtes, mais qu'il y a une petite différence à chaque fois, peut-être un papier peint différent utilisé ou une couleur différente ou, voilà, un thème un peu différent, mais qui a ou une couleur différente, mais qui a un thème en commun, on va dire. Ça, je trouve ça assez chouette. Et puis, ouais, des espaces qui sont vraiment assez, originaux, justement. C'est pas une maison, enfin, en tout cas, que les gens qui y séjournent ne sont pas c'est pas une maison de particulier où ils y sont toute l'année. Je parle pour les invités. C'est intéressant de faire des choses un peu plus osées, un peu plus chargées peut-être, mettre des fauteuils suspendus, des papiers peints assez chouettes, assez originaux, des fauteuils un peu, ouais, un peu singuliers, des choses assez originales qu'on n'oserait peut-être pas forcément mettre chez soi parce qu'on aura peur de se lasser, mais qui du coup nous tapent à l'œil et nous disent: «Waouh, là j'aimerais trop passer un week-end dans cette maison-là, ça a l'air trop chouette», voilà, qui fassent un peu le coup de foudre et le coup de cœur parce que c'est original et le truc qu'on n'aurait pas osé chez soi, mais qu'on adorerait quand même tester, pour un week-end, quoi. Génial. Alors, nous arrivons à la fin de cette interview et je suis auditrice assidue du podcast Le Chantier d'Anne Ponty, que je recommande chaudement. Et du coup, je voulais te proposer de faire un peu comme elle. Elle fait à la fin de ses épisodes avec des mini questions où il faut répondre du tac au tac. Ah bah, allons-y. Alors, peinture ou papier peint? Papier peint, Carrelage ou béton ciré? béton ciré. Moquette ou jonc de mer? Moquette, Cuisine ouverte ou fermée? ouverte, Rideau ou store? rideau, Douche ou baignoire? douche au quotidien, Bureau ou coiffeuse? bureau. Bah, c'est tout. Génial. Trop chouette. Donc il me reste 2 questions pour conclure notre échange. La première, c'est dans quel gîte ou chambre d'hôte tu aimerais partir le temps d'un week-end? Alors en ce moment, je suis un peu nostalgique et je repense à un gîte, où on avait logé il y a quelques années et qui était vraiment un coup de cœur absolu. C'était en Normandie, donc je rêverais d'y retourner. C'était en Normandie, complètement perdu dans la campagne, normande, et ça s'appelait Les Rochers et c'était une ancienne ferme, voilà, une ferme en carré, tu sais, très traditionnelle, perdue au milieu des champs. Vraiment, il y avait rien à faire autour à part se détendre. Et les chambres étaient magnifiques, sous les toits avec une très belle hauteur sous plafond, toute ouverte comme ça, vraiment la suite parentale toute ouverte. Les endroits communs, enfin les pièces communes étaient très très grandes aussi avec des murs en briques, et des fauteuils en cuir, des espèces de peaux de vache au sol. Enfin c'était très typé comme décoration justement, le genre où on n'oserait pas forcément mettre ça chez soi, mais on rêverait de passer un week-end là-bas et voilà, c'était un très chouette moment. Enfin, on a passé un très chouette moment là-bas et je rêve d'y retourner un jour. Et tu séjournes souvent dans des gîtes ou des chambres d'hôtes ou tu es plutôt, van, hôtel ou je ne sais quoi? Non, j'aime beaucoup ça effectivement et quand on alors moi je suis en Belgique, mais ma famille est en France, donc on fait pas mal de routes, quand on voyage et quand on va les voir et du coup, parfois la route est un peu longue, donc on veut couper et à ce moment-là, ouais, on séjourne dans des chambres d'hôtes. C'est l'occasion, voilà, de se faire un c'est l'excuse et la bonne excuse, hein, de vouloir couper la route, mais en fait, ça nous fait juste plaisir de se faire un petit Tu fais week-end, tout un détour en fait,
On a dû passer par le sud pour aller en Bretagne, je suis désolée. Mais voilà, c'est la bonne excuse et de découvrir du coup des endroits un peu reculés, voilà, en pleine campagne. On sort de l'autoroute et on va en pleine campagne, pour se faire des balades autour. On adore marcher et découvrir du coup des endroits et puis les maisons d'hôtes, c'est toujours l'occasion aussi d'échanger avec des passionnés, hein. Souvent, c'est des passionnés qui font ça parce qu'ils aiment les gens tout simplement et c'est hyper chouette de partager avec eux. Des Tout ce qui est table commune aussi, enfin voilà, on adore, on découvre aussi des bons petits plats, de région, les bons fromages français et cetera. Donc ça, c'est toujours très chouette et ouais, non, non, si on a le choix, c'est vraiment ce sur quoi ce vers quoi on se dirige, ouais. Comment les auditeurs peuvent-ils te contacter? Alors pour me contacter, soit on me retrouve sur, mon compte Instagram, donc Noémie Meyer ou alors, voilà, pour discuter un peu et pour voir un peu, le quotidien de mon métier, ou alors sur mon site, donc www.pierrepapierciseaux.be où là, il y a toutes les infos sur mes prestations, sur mes projets, en cours et passés et puis voilà, tous mes do it yourself, tous les articles de blog que j'ai écrits depuis quelques années maintenant. Bah écoute, merci infiniment Noémie, c'était un bonheur de te recevoir dans le podcast. Avec grand plaisir, très chouette de partager ensemble. Merci beaucoup, je te souhaite une très belle continuation. Moi, je continue de te suivre de près et je te dis à très vite. Merci Laura, à bientôt. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non ? Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. À très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte.